Donc bonjour à tous, bienvenue dans Pause durable. Aujourd'hui, la pause durable s'appelle Citoyennes et citoyens scientifiques et biodiversité sur les sciences participatives avec Grégoire de Viginature. Donc avant ça, je vais faire une petite présentation de ce que c'est le dispositif Acteurs du Paris durable pour ensuite arriver dans le vif du sujet. Donc Acteurs du Paris durable, c'est un dispositif qui a été créé par la ville de Paris. Son but, c'est d'initier, favoriser et faciliter les actions et les initiatives des Parisiens parisiennes ou de ceux qui œuvrent pour des projets liés aux Parisiens parisiennes. Et c'est tout un réseau d'acteurs, donc aussi bien des entreprises, des associations que des particuliers qui se réunissent pour présenter leurs projets, connaître les projets des autres et s'aider mutuellement. Donc pour cela, on a plusieurs outils dans le dispositif. On a d'abord un site qui s'appelle acteurs au pluriel du parisdurable.fr qui permet, comme un mini réseau social, de poster ses propres événements si vous avez un compte, de poster vos actualités, de vous renseigner avec les friches pratiques qu'on a, donc par exemple comment ouvrir une AMAP, comment s'habiller durablement, et vous pouvez aussi contacter les autres acteurs. Donc tout le monde peut se créer un profil. Chaque mois, vous avez une thématique, donc ce mois-ci, c'est la thématique de la biodiversité. Et donc, vous pouvez avoir accès à tout l'agenda et les liens de rediffusion des pauses durables dans la page d'accueil de notre site internet. C'est aussi sur Facebook, Instagram, Twitter, notre newsletter et notre Facebook. C'est aussi un lieu qui est dans le 4e arrondissement de Paris, qui est un grand bâtiment avec une grande salle au rez-de-chaussée qui est réouvert et qui attend plus que les événements. Au premier étage, il y a 3 autres petites salles d'une vingtaine de personnes pour accueillir des formations ouvertes au public et des ateliers aussi ouverts au public. Donc tout ce qui est dans ce lieu est gratuit pour le grand public. Et sinon, vous avez des formats que l'équipe crée, et en particulier Pause Durable, qui est un format en ligne. Et donc là, je vais un peu zoomer sur Pause Durable. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pause durable, c'est la présentation d'un acteur, donc aujourd'hui Viginature, 1 heure sur un sujet durable, et ensuite ça se termine par les questions-réponses. Donc ici, vous avez un florilège de toutes les pauses durables qui se sont déjà déroulées et donc et qui sont disponibles en rediffusion déjà sur notre chaîne YouTube. Et ensuite, vous avez sur notre page d'accueil du site internet l'agenda et les rediffusions, les liens de rediffusion des pauses durables. Et les prochaines sont sur l'hydratation zéro déchet, donc sur l'eau en ville, qui est en mi-juin, donc le 15 juin. Et vous avez le dernier pause durable du mois de juin, qui est le 29 juin, sur les matières alternatives au cuir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire. euh, Rendez-vous sur la page d'accueil pour cliquer sur agenda et rediffusion. Et pour finir, si vous avez un projet à suggérer, à présenter au grand public lié aux problématiques de la transition écologique, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à acteurs au pluriel du Paris durable @paris.fr avec comme objet pause durable. Voilà. Et maintenant, je vais laisser place et donner la main à Grégoire de Viginature pour nous présenter les sciences participatives. Bonjour, donc je me présente, Grégoire Loïc, je travaille au Muséum national d'histoire naturelle depuis 25 ans et j'ai occupé divers postes, mais je suis rentré en 96 dans ce qui s'appelait pas encore à l'époque les sciences participatives, parce que c'est pas vraiment un néologisme, mais c'est apparu à peu près au tournant des années 2000, cette expression. En fait, je travaillais dans le service qui s'occupe du bagage des oiseaux. Le bagage des oiseaux, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le fait de il y a une communauté d'amateurs passionnés en France et dans tous les pays d'ailleurs, dans la plupart des pays, qui en accord avec un organisme, de centralisation, alors le muséum chez nous, qui capture des oiseaux, qui leur pose des bagues avec un matricule unique, un numéro d'index unique et puis qui relâche ces oiseaux en espérant qu'ils vont aller se faire reprendre, des années plus tard ou sur le même lieu ou très, très loin. Et en fait, ça, c'est déjà des sciences participatives. Alors, moi, quand je suis rentré au muséum, on n'en parlait pas encore, c'était en 96. Le bagage au muséum, ça avait commencé en 1911 et puis, en fait, en faisant une petite
enquête, en travaillant un peu sur les sciences participatives, en écoutant aussi le collègue du directeur du muséum de Berlin qui disait qu'en fait, il estimait qu'il y avait 99 de ce qu'il avait dans son muséum, donc là, vous avez des photos de l'intérieur des collections, qui étaient le fruit de sciences participatives, dans la mesure où c'était en fait ramené par des amateurs. Et on voit qu'ici, il y a en 1860 la cinquième édition d'un ouvrage qui explique comment ramener de voyage des éléments pour les collections. Pourquoi est-ce qu'on fait des sciences participatives? Eh ben, en fait, parce que surtout dans le domaine de l'écologie, ça peut être sympa. C'est sympa de regarder la nature, c'est assez attirant. On peut passer des bons moments, seul, en famille, en groupe, faire du lien social, etc. Et du coup, ce mode de fonctionnement, finalement, c'est assez attractif et ça a permis de développer des réseaux et des programmes de sciences participatives. On va voir un petit peu après. Alors, un premier quiz, c'est à propos des domaines qui sont couverts, des domaines de recherche qui sont couverts par les sciences participatives. Ici, je vous en énonce 4 et je voudrais savoir si parmi vous, vous êtes capable d'identifier les domaines de recherche qui ne sont pas concernés par un programme de sciences participatives. Alors, il y a la physique nucléaire, l'astrophysique, la linguistique et la biologie moléculaire. Qui sont concernés du coup, hein. C'est ça? Il y a écrit dans la Ouais, question, ouais, concernés. Moi, je pensais, alors pour laisser le temps aux gens, je pensais ouais. astrophysique, mais après, je sais pas si c'est aussi sciences participatives, c'est que pour les citoyens ou si c'est aussi que un cortège Ah non, de scientifiques. c'est Ok, vraiment ouvert à tous, aux non spécialistes, hein. ok. Là, on Donc, parle de sciences participatives, grand public. d'accord. Donc, celui qui revient souvent, c'est biomoléculaire. 15 secondes. Sinon, physique nucléaire, voilà. OK. Biomol et physique nucléaire, c'est ce qui revient le plus souvent. Alors en fait, bah, les 4. Les 4 et les 4 domaines sont concernés par des programmes de sciences participatives. Il y a notamment quelque chose qui a été mis en place au CERN il y a déjà assez longtemps. C'est, commencé, et c'est pour en fait, qualifier les trajectoires de particules élémentaires. Il y a beaucoup d'images de trajectoires de particules élémentaires qui sont accumulées. Finalement, analyser ces trajectoires, c'est assez complexe. Ça prend du temps, on n'en est pas encore à manipuler de l'IA. Et donc, les chercheurs du CERN ont commencé par monter une opération de 3 semaines il y a une dizaine d'années. Et devant le succès de cette opération de 3 semaines où ils faisaient appel au grand public pour trier et classer les images, ils n'ont finalement jamais cessé. Ça, c'était pour la physique des particules, la physique nucléaire. À propos d'astrophysique, finalement, il y a beaucoup de programmes de sciences participatives pour l'astrophysique. En fait, on a maintenant une banque d'images de plusieurs milliards de galaxies et il y a plusieurs familles de galaxies. Il y a des galaxies qui sont très structurées, discoïdes, et puis il y a des galaxies qui sont des espèces de nuages. Et puis il peut y avoir aussi dans cette banque de plusieurs milliards, on est à 2 milliards et demi, d'objets de type galactique, des artefacts ou des étoiles. Et finalement, le plus efficace, c'est l'œil humain, et notamment pour les galaxies qui ont des bras en spirale, pour savoir si elles sont en rotation vers la gauche ou vers la droite. Et ça rencontre un succès, ça a aussi plus d'une dizaine d'années, ça rencontre un succès absolument phénoménal. Un programme français, Zombilingo, et qui est sous forme de jeu sérieux et qui aide effectivement, qui est un programme de recherche en linguistique, monté par une collègue de la Sorbonne, qui permet en jouant, de faire progresser la recherche sur la sémantique et la linguistique. Et puis enfin, un des programmes les plus célèbres et les plus populaires, c'est Foldit. Foldit qui est en fait un programme de biologie moléculaire, une protéine, ça peut être plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'acides aminés qui sont très polarisés, pardon, et en fait, le repliement des protéines sur elles-mêmes a plusieurs manières de se faire. Et donc pareil, on a proposé un jeu, enfin il y a des collègues outre-Atlantique ont proposé un jeu pour essayer de structurer spatialement les protéines. C'est beaucoup plus efficace de demander à des gens de jouer que d'essayer de regarder toutes les possibilités
par un ordinateur. Alors, en quoi consistent ces sciences participatives? Eh ben, c'est très simple et c'est très, comment dirais-je? Ça tient en peu de mots. Il s'agit simplement d'une collaboration entre un professionnel ou des professionnels de la recherche et des non salariés de la recherche. Ce qui ne veut pas dire des non-sachants. C'est pas une collaboration entre des sachants et des non-sachants forcément. C'est simplement des gens qui font ça sur leur temps de travail et qui font appel à des gens qui ont du temps à investir ou qui peuvent se permettre d'investir un peu de temps pour aider la recherche et pour participer à un programme de recherche. Alors ici, je vous ai mis des illustrations qui sont assez illustratrices de ce que c'est que le bagage des oiseaux. En bas à droite, vous avez un poussin de mouette mélanocéphale qui est marqué et en fait, on voit qu'il va être marqué non seulement avec des bagues métal qui sont au pied enfin plutôt juste sous la main de la personne qui tient la pince et des bagues vertes avec un numéro parce qu'en fait, en plus là, alors non seulement c'est des amateurs qui font cette opération de bagage, des amateurs passionnés, mais en plus ces bagues vertes avec un matricule, elles sont lisibles à la jumelle et donc il y aura, le fait de relâcher cet oiseau porteur d'une bague lisible à la jumelle, ça va permettre à beaucoup d'autres amateurs non bagueurs de, en quelque sorte localiser l'oiseau et regarder comment il se déplace, où est-ce qu'il vit et cetera. Vous avez au centre une image de camp de bagage, hein, on voit que c'est des gens qui font ça sur leur temps libre, ça a pas l'air extrêmement professionnel, il y a des thermos de café, c'est plutôt sympathique. Une jolie pygrière, un mâle de pygriache écorcheur en haut à droite, là, un superbe oiseau qui est, qui est souvent un peu rude avec les doigts des gens qui le manipulent. On est assez écorché. Et puis en bas, vous avez simplement les données de merle noir qui ont été repris, c'est-à-dire que ce sont des oiseaux lâchés porteurs de bagues. Et tous les points violets que vous voyez, c'est des endroits où ils ont été trouvés morts. Et cette collaboration entre professionnels de la recherche et non salariés, beh, elle peut se faire aussi avec, d'autres, comment dirais-je? Secteurs d'activité de la société et notamment l'enseignement. C'est un des traits, c'est-à-dire que ça peut intéresser, cette collaboration entre les chercheurs, les scientifiques et les non salariés de la recherche et de la science. Elle peut concerner, l'enseignement général avec les élèves, mais elle peut aussi concerner les agriculteurs, dans le cadre de un des exemples de Viginature, ou encore les gestionnaires d'espaces verts, les gestionnaires d'espaces protégés, les réserves naturelles, et cetera. On voit, 5, bénéfices en fait à faire des sciences participatives. Des bénéfices, partagés, communs, c'est, par exemple, la sensibilisation et la reconnexion des participants, hein, à la biodiversité dans le cadre des sciences participatives en biodiversité. L'éducation, effectivement, c'est pour faire passer des idées, ça peut servir pour soutenir un programme d'enseignement. Le lien social et le sentiment d'appartenance, comme toutes les activités, associatives ou en groupe, en fait, finalement, ça peut être quelque chose de très important de développer du lien social et d'appartenir à un groupe. La réponse à une question scientifique et l'acquisition de connaissances, alors non seulement pour les participants, mais aussi éventuellement, des connaissances partagées, mises en commun. On en arrive au quiz numéro 2. Vous avez, vous avez 6 programmes là qui sont détaillés avec, pour chacun des programmes, vous avez en fait les propriétés, ou en tous les cas, quel, lequel de ces 5 points, ce programme adresse. Sensibilisation et reconnexion, éducation, lien social et sentiment d'appartenance, réponse à une question scientifique ou acquisition de connaissances. Donc, par exemple, le programme 2, il est assez performant pour l'éducation, le lien social et le sentiment d'appartenance et l'acquisition de connaissances. Alors, maintenant que vous avez compris comment fonctionnait cette grille et ce tableau de lecture, je voudrais que vous répondiez sur le chat à la question suivante. Selon vous, parmi ces programmes de sciences participatives, lesquels seront déployés à l'issue de la phase de test? En effet, quand on lance un programme de sciences participatives, on commence par une phase de test, histoire de voir si tout le mécanisme, tout le processus de participation est bien compris de tous et bien fluide. D'accord. Donc du coup, c'est voir quel est le critère le plus important pour être Voilà, accepté à l'issue de la phase de test. Tout le monde, enfin la plupart nous les dit les 6, c'est une 6 réponse. ou Ouais. la une. Et ben voilà la réponse, c'était les programmes 1, 3, 4 et 5
En fait, si on revient en arrière un petit peu, on voit que c'est une collaboration entre un professionnel de la recherche et des non-salariés de celle-ci. Et effectivement, c'est bien la réponse à une question scientifique que cherche à mettre en œuvre, que cherche à obtenir le professionnel de la recherche, en mettant en œuvre un programme de sciences participatives. S'il se trouve que ces sciences participatives ne sont pas mises en œuvre par un professionnel de la recherche, on pourrait imaginer effectivement que tous ces programmes seraient qualifiés. Mais là, comme il s'agit en quelque sorte, un professionnel de la recherche, il est souvent, salarié, par la puissance publique en France et puis, du coup, bah, cet argent public, il faut l'investir pour répondre aux questions scientifiques. C'est très, très bien la sensibilisation et la reconnexion à la nature, l'éducation, le lien social ou l'acquisition de connaissances, c'est très, très bien. C'est des valeurs ajoutées en quelque sorte à la réponse à une question scientifique qui sont extrêmement bienvenues, mais par contre, ça reste quand même la réponse à une question scientifique qui est le plus important. Alors on continue. Est-ce que c'est réellement, et ça c'est une question qui revient souvent, est-ce que ces programmes de sciences participatives sont réellement à la portée de chacun? Alors vraiment avec 4 points d'exclamation, vous pouvez le voir, moi je dis oui parce que, les exemples qu'on accumule montrent qu'il y a des programmes pour chacun. On met en œuvre, on a mis en œuvre des programmes de sciences participatives, alors d'abord c'est né, comme avec les bailleurs d'oiseaux, avec des gens qui étaient extrêmement, spécialisés. Et puis finalement, ça s'est ouvert vers tous, on est à 2 doigts d'en mettre en œuvre dans les maternelles. On a déjà travaillé, dans, des structures de réinsertion sociale. On a travaillé avec des handicapés mentaux. On a travaillé avec, des gens qui étaient en prison. Enfin bref, on a vraiment fait ça. Je vous cite que les cas les plus extrêmes. Mais d'une manière générale, on pourrait synthétiser ça par les 2 cas, que je vous présente là. Le cas 1 qui est très, très rare, c'est vous êtes un expert en batracologie abyssale par thermocolorimétrie, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi, mais on imagine bien que c'est très, très spécialisé. Il y a pas de batraciens en eau de mer, hein. La batracologie, c'est la science des batraciens, abyssales, c'est les fonds marins très profonds et thermocolorimétrie, je ne sais même pas exactement ce que c'est. Mais il existe certainement un programme de recherche qui bénéficierait de votre savoir. Mais vous êtes très expert, donc c'est un cas très rare, vous êtes peu nombreux. Il existe peut-être un chercheur qui bosse sur un sujet et qui serait content que vous lui filiez un coup de main. Mais le cas numéro 2, qui est beaucoup plus fréquent, c'est vous êtes intéressé, mais en fait vous êtes expert en rien, comme un peu tout le monde, hein. Il existe des centaines de programmes de recherche qui non seulement sont intéressés par votre temps de cerveau disponible, pour reprendre une expression un peu malheureuse qui avait été utilisée dans le cadre de la télévision, mais en plus qui ont créé toutes les conditions pour que votre cerveau soit utile agréablement. Qu'est-ce que ce sont ces conditions? Bah, en fait, ce sont souvent des sites internet de participation, des espaces, collaboratifs en général où vous pouvez discuter avec d'autres participants et vous pouvez participer. Et donc ça, c'est clair, il en existe, mais vraiment des centaines. On a essayé de faire une revue, au niveau français, on a trouvé plusieurs dizaines de programmes de ce type. Il y a une association européenne qui s'appelle la European Citizen Science Association. On est à plusieurs centaines de programmes et l'association nord-américaine essaie de faire le bilan au niveau global. C'est absolument faramineux, surtout si on élargit, à l'extérieur de la biologie et qu'on prend en compte, comme on l'a vu tout à l'heure, la biochimie, la physique, l'astrophysique, des sciences sociales, et cetera. Alors, quelques exemples pour montrer à quel point c'est à la portée de chacun. Il y a eu il y a c'est encore en cours d'ailleurs en Angleterre, hein. C'est, des gens qui veulent travailler sur les variations climatiques à long terme. Les enregistrements du climat, c'est pas si ancien que ça à l'échelle, de l'humanité, hein, ça a 150-200 ans. Ça concerne évidemment, plutôt, les pays, on va dire occidentaux qui ont été industrialisés rapidement parce que c'était, quelque chose d'important pour l'industrie et cetera. Mais par contre, dans la marine, en fait, noter le temps qu'il fait, c'était extrêmement précieux, et ça depuis toujours, heu et encore beaucoup plus, par le passé quand il n'y avait pas finalement les prédictions météo et les images satellites et cetera. Et donc dans les carnets de bord des marins, de pleine mer, en fait, il y avait tous les jours, il y avait un état du temps. Ces carnets de bord, pour la plupart, ils ont été conservés et notamment quand ils étaient en lien avec une activité économique qui a été, absolument florissante à partir du XVIIe siècle
et jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est en fait, la chasse à la baleine et les océans du monde ont été sillonnés par les baleiniers et les capitaines de baleiniers notaient la météo. Le truc, c'est que là, vous avez un scan d'un journal de bord de baleinier, donc vous voyez, il a dessiné des cachalots, vous voyez, qui est un peu c'est peut-être probablement, en lien avec les dates et les observations, mais c'est assez illisible. Et ben, ce programme de sciences participatives, en fait, il a consisté à scanner ces carnets de bord et à demander aux gens d'en traduire des dates et des paragraphes, enfin de les retranscrire plutôt. C'est-à-dire, c'est à peu près lisible. Alors là, c'est une très mauvaise qualité ce scan, mais sinon c'est à peu près lisible et donc de manière collaborative, quand on bute sur un mot, et ben, on sollicite la communauté, mais l'idée c'est de retranscrire complètement le contenu de ces logs, de ces logbooks. C'est le nom du carnet de bord, c'est comme ça qu'on dit carnet de bord, pour avoir les conditions météo sur les 2 siècles et demi, passés et notamment en plein océan, puisque alors là, vraiment, pour le coup, il y avait vraiment que eux qui s'en occupaient. De la même manière et même c'est même ce programme, les Herbonautes, un autre programme qui est monté au muséum, qui a initié, cette idée de la retranscription, qui est antérieure au carnet à la retranscription des carnets de bord. C'est le programme Les Herbonautes qui consiste en fait à mettre en ligne des scans des collections de l'herbier du muséum. Dans l'herbier du muséum, il y a presque 10 millions de plantes en herbier. Les plus anciennes ont 4 siècles et vous voyez en bas qu'il y a des étiquettes manuscrites. Alors ces étiquettes manuscrites, celle-là, elle est à peu près bien conservée, néanmoins, c'est pas complètement lisible. C'est-à-dire qu'un programme de reconnaissance de caractère ne permet pas de digitaliser ces étiquettes. Par contre, on a scanné l'essentiel de cet herbier et on a créé un espace avec un espace de jeu. Vous pouvez participer où finalement les gens retranscrivent, alors non seulement le texte des étiquettes, mais parfois il y a aussi des annotations avec la localité, la date, les conditions de recueil, et cetera, et on voit qu'il y a eu déjà presque, alors la qualité de la retranscription, je vois une excellente question qui vient de passer, c'est comment qualifier la qualité de la retranscription? La qualité de la retranscription, en fait, on va utiliser le fait qu'il y ait, vous voyez, 4 140 contributeurs, donc il y a vraiment des passionnés. Il y a des gens qui passent leur soirée à retranscrire, des étiquettes qui sont, même pas forcément des botanistes, juste des gens qui se disent: «Ah mais c'est vraiment chouette de regarder ça, il y a eu des expéditions un peu partout, fait par des amateurs, il y a des amateurs qui ont légué des herbiers et cetera et on contribue comme ça, alors les herbonautes organisent aussi des défis, c'est-à-dire qu'ils se disent: «Tiens, bah, là, on va se faire les orchidées de Madagascar. Allez, c'est parti, tout le monde, regarde les étiquettes des orchidées de Madagascar» et comment est-ce qu'on est sûr de la validité? Bah, en fait, on utilise une technique qui est une technique, qui est très utilisée en saisie de données. Si vous aviez des données à saisir, des données manuscrites, vous pouvez faire appel à des entreprises qui saisissent vos données manuscrites. Mais en fait, ces entreprises, elles qualifient, comment dirais-je? Si c'est ça, elles qualifient le degré de confiance que vous pouvez avoir dans leur saisie, la saisie. C'est-à-dire qu'ils font saisir le même texte par 2 personnes et après ils comparent les textes. Dans le cas des sciences participatives, on n'a même pas besoin. Quand on met comme ça un défi sur les orchidées de Madagascar, en fait, il y a plusieurs contributeurs qui collaborent sur les mêmes étiquettes et les gens s'interrogent et donc les gens disent: «Ah mais là on voit bien que le premier mot par exemple c'est tulipa». En tous les cas, moi je le vois assez bien et si quelqu'un se dit: «Ah mais non, c'est peut-être pas un T majuscule, c'est un C majuscule», beh, il y a un espèce d'effet vote et collaboration entre participants et c'est ça qui garantit la qualité de la donnée. On appelle ça, alors c'est vrai aussi pour le respect des protocoles et on appelle ça, finalement, enfin, on appelle ça, c'est un mécanisme qui est identifié par les gens des sciences humaines comme du contrôle social. C'est-à-dire que les uns les autres, on regarde que c'est bien fait et on regarde que ce qui est fait par les autres est bien fait et ça de manière extrêmement bienveillante, hein, parce que contrôle social comme ça, c'est pas très, comme groupe de mots, c'est pas très sympathique. Mais finalement sur les exemples qu'on a, on va en parler un peu plus loin, on voit que c'est fait de manière bienveillante par les participants. Et justement celui-ci, le suivi photographique des insectes pollinisateurs, le principe est très simple. Là, vous avez le protocole en 6 points. Donc le protocole, vous choisissez une espèce végétale en fleurs. Vous photographiez pendant 20 minutes tout ce qui bouge sur les fleurs de cette espèce végétale, tout ce qui bouge. Ensuite, à la maison, vous triez toutes vos photos et vous gardez une photo par insecte différent.
que vous recadrez, vous recentrez l'insecte dans la où il y a vous identifiez ensuite les insectes avec une clé d'identification qui est très simple d'utilisation. C'est vraiment est-ce que les antennes sont longues, est-ce que les antennes sont courtes? Il y a pas du tout de termes techniques, c'est à la portée de n'importe qui de faire une identification. Vous postez vos photos et vos identifications sur le site et ensuite, et c'est là que vient le contrôle qualité, bah, tout le monde, voit vos photos, alors il y a des sur le site du People, on voit les dernières collections déposées, mais on peut aller aussi chercher les collections anciennes et cetera, et tout le monde se mêle de tout, et en fait, le fait que tout le monde se mêle de tout, ça permet de détecter très, 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 très rapidement les erreurs, d'identification ou, les erreurs de mise en œuvre du protocole. Alors, une autre question à propos des sciences participatives qui revient souvent, c'est les données collectées sont-elles vraiment utilisées par les chercheurs? Et ben alors là, pour le coup, j'ai pas pu trouver mieux que de vous mettre une espèce de digeste de figures de publications scientifiques, y compris en bas, vous avez une publication dans Nature. Nature, c'est vraiment le top, le nirvana quand on publie en biologie générale, hein, c'est vraiment la consécration ultime. Il y a des publis dans Science, dans Nature, il y a des publis dans PLOS, dans PNAS, et cetera, toutes ces revues très, 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 très cotées, et ces publis, en fait, elles sont, là, les publis que vous avez, là, c'est que des publis qui sont effectivement, basés sur de la collecte de données de sciences participatives, et donc c'est même devenu un atout parce que finalement, ça donne une certaine robustesse. La figure que vous avez en bas au centre avec en axe horizontal une variation de 1990 à 2010, et puis en axe vertical la biomasse. Donc la biomasse, c'est la masse de vivants. Donc en quelque sorte, la biomasse de votre famille, par exemple, c'est le poids de toutes les personnes de votre famille cumulées. Et ce qu'on voit, c'est que ça descend, et en fait, ce programme, c'est un programme, qui a montré qu'il y avait un déclin, absolument, faramineux des populations d'insectes en Allemagne sur une période de 30 ans dans des sites qui sont plutôt des sites protégés, c'est des sites Natura 2000, sur lesquels il y avait eu la même opération de collecte d'insectes au cours des 30 ans. Et donc ce qu'on voit, c'est que ça décline. Qu'est-ce qui rend ce résultat si robuste? Eh ben, c'est justement ce pas de temps de 30 ans et le fait que tout ça, ça a été collecté sur à peu près 150 sites à travers l'Allemagne. Finalement, il y a que les sciences participatives qui permettent ça. Il y a pas un laboratoire de recherche qui pourrait se faire permettre de collecter des données comme ça sur 30 ans en se disant: «On publiera dans 30 ans, on publiera nos résultats de recherche dans 30 ans et puis on va faire ça sur 150 sites en Allemagne». C'est absolument inatteignable, et donc en fait, ce qu'on voit là, c'est que les sciences participatives, c'est un atout pour traiter des questions qui sont ce qu'on appelle des questions de macroécologie, c'est-à-dire des questions d'écologie à très grande échelle dans le temps ou dans l'espace. Ce que ça donne dans le cas de Viginature, donc Viginature, c'est l'unité d'animation de programme de sciences participatives dans laquelle je travaille, qui est insérée dans le laboratoire d'écologie au Muséum. Depuis 2007, alors pourquoi depuis 2007? Bah, parce qu'on a réussi à remonter jusqu'en mémoire depuis 2007. On a eu 36 thèses de doctorat qui ont été faites sur la base de ces données Viginature, et il y en a 9 en cours. Plus de 100 publications dans des revues internationales. Alors IF++, c'est l'impact factor, c'est-à-dire c'est des revues qui sont très, très cotées, et en fait l'impact factor, ça mesure la probabilité quand on publie dans une de ces revues qu'on soit cité dans une autre revue après. C'est-à-dire que notre article, il fasse date et qu'il soit utilisé comme référence pour d'autres articles. 40 dans des revues en français. Alors pourquoi il y en a beaucoup moins, une quarantaine dans les revues en français? C'est parce qu'en fait, les chercheurs sont uniquement évalués sur leurs publications dans les revues internationales, et donc ils n'ont pas le temps de faire des publications dans les revues en français. C'est pas là-dessus qu'ils sont jugés, c'est pas là-dessus que leur carrière progresse. Et donc dans ces cas-là, c'est plutôt en dehors qu'ils font ça. C'est plutôt notre travail à nous, animateurs de programmes de sciences participatives. Des chapitres d'ouvrages, pourquoi c'est cité comme ça? C'est parce que souvent, en sciences, il y a des ouvrages collectifs qui sont des ouvrages qui traitent d'un domaine avec un auteur ou un groupe d'auteurs par chapitre, et là, on voit que c'est des chapitres d'ouvrages. C'est en général des ouvrages de référence, et puis des indicateurs, enfin, dernier point, sur les variations d'abondance ou de très moyens des communautés. Si on est aussi spécifique, c'est parce que ces indicateurs sont utilisés par les politiques pour essayer d'ajuster ou d'évaluer le succès ou l'échec des politiques publiques, concernant la biodiversité. Donc l'indicateur le plus connu, c'est par exemple, l'indicateur sur les oiseaux des milieux agricoles, où, les populations d'oiseaux des milieux agricoles, on voit que depuis 30 ans, elles ont perdu 30 de leurs effectifs en moyenne, et que c'est absolument, dramatique. Et ben, en fait, il y a que par les sciences participatives, que parce qu'il y a des gens qui sont mobilisés, des passionnés qui sont mobilisés, qui vont compter les petits oiseaux
dans les campagnes, chaque printemps qu'on a pu, évaluer ça. Et enfin, et je l'ai mis entre parenthèses en bas, parce que finalement, c'est pas sur les données collectées, mais sur les processus de collecte que les articles de sciences humaines et sociales, sont le sujet des articles de sciences humaines et sociales porte. Mais néanmoins, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi une activité de recherche qui est autour de ces processus de collecte et qui se déploie, très fortement. Alors, le quiz numéro 3. Puisque Pause Durable, c'était à Paris, en fait, une des questions, que vous pourriez vous poser, c'est, combien de programmes de sciences participatives de Viginature peuvent être mis en œuvre par les citadins? Alors, d'abord, ce que je voudrais, c'est que vous essayiez d'estimer pour les citadins n'y connaissant rien en nature, est-ce qu'il y a 2 programmes, 4 programmes, 6 programmes ou 8 programmes? Et 2 pour les citadins c'est-à-dire des gens qui connaissent les escargots ou les chauves-souris ou les oiseaux ou tout ça. Pareil, 2, 4, 6, 8. Alors, on nous dit D pour les 2, donc les gens sont assez, Ah bah, sereins c'est sur gentil. l'idée qu'il y ait un choix de fou. Ouais, en général, on nous dit, qu'il y a plus de protocoles de sciences participatives, pour les experts plutôt que pour, les personnes qui n'y connaissent rien. Il y OK. aura peut-être une surprise après. Alors en fait, la réponse, c'est qu'en fait, il y en a 8 pour les gens qui n'y connaissent rien, qu'on peut vraiment mettre en œuvre au cœur de Paris, hein. Là, enfin dans le 4e arrondissement quoi, dans le petit jardin. Je suis venu faire une conférence une fois à la Maison du Paris durable, donc je vois bien le petit jardin. Il y a vraiment 8 programmes qu'on peut mettre en œuvre dans ce petit jardin et seulement 2 pour les experts naturalistes en ville. Et alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ben, en fait, il y a une bonne raison, c'est que les experts naturalistes, on les mobilise, pour une expertise très forte en identification et ils sont d'autant plus faciles à mobiliser qu'ils vont se faire plaisir en participant, puisqu'eux, ils ont déjà une activité autour de la nature, hein, ils ont déjà une passion. Donc leur demander de ramener des données comme ça, il faut quand même que ce soit un peu attractif et je vous avoue que faire un inventaire, des papillons dans le jardin des acteurs du Paris durable, ça va quand même très, très vite. Donc on préfère les mobiliser sur les zones agricoles, les zones de campagne, que sur les villes. On a ici alors on voit ici le site sur, comment trouver les programmes de Viginature. On a ici, une frise qui a été faite par une étudiante en dessin et qui montre en fonction des milieux où est-ce qu'on peut, participer et comment se déclinent les programmes. Alors vous commencez, tout à gauche et tout à gauche, vous avez une cour d'école avec un bâtiment. C'est ici qu'il y a les programmes qu'on peut vraiment mettre en ville, mais ils sont aussi disséminés ailleurs, hein. Donc vous avez par exemple Vigikiro, le suivi des chauves-souris par enregistrement d'ultrasons. Ça, c'est plutôt pour les spécialistes, bien qu'en fait, on peut vraiment y participer en n'y connaissant rien. Simplement, le protocole est quand même un peu fastidieux. Sauvage de Maru, un programme qui a rencontré beaucoup de succès. Même si vous ne vous y connaissez pas en plantes, il y a un petit ouvrage qui vous guide et vous pouvez identifier les plantes des trottoirs. La question de recherche qui est associée à ce suivi, finalement, c'est de voir comment, en milieu de stress hydrique, de piétinement, etc., ça, ce sont deux conditions qui vont, en absence de pollinisateurs, c'est des conditions qui vont très croissantes quand on pénètre dans le cœur des villes. Comment se débrouillent les plantes, quelles stratégies, et quelles sont les plantes qui tirent leur épingle du jeu et qui s'en sortent malgré ça. L'opération escargot, c'est de l'inventaire très très simple, semi-quantitatif des escargots. Et effectivement, on peut participer partout en France, hein, ceux-là, si c'est en ville, c'est aussi ailleurs partout en France, hein. Il y a l'observatoire participatif des vers de terre, bah, il faut juste un espace de terre végétale et ça se fait effectivement, c'est quelque chose qui est mis en œuvre dans certains jardins publics ou jardins privés, y compris en ville, pour les gens qui ont de la chance d'avoir un jardin privé en ville. Mais ce serait faisable, dans le petit jardin des acteurs de la maison des acteurs du Paris durable. Le suivi des insectes pollinisateurs, alors ça, c'est un programme qui me tient particulièrement à cœur. Je vous en ai parlé tout à l'heure, à propos du protocole qui est très simple en 6 points et il me tient à cœur parce que moi j'habite dans le 15e et en fait, c'est un des programmes que je pratique quasiment toute l'année dans Paris. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir des fleurs, hem, des fleurs présentes et en fait des fleurs présentes, il y en a vraiment toute l'année, notamment parce qu'il y a des composés jaunes, la famille des pissenlits, des picris et cetera, qui sont, en fleurs même en hiver. Oiseaux des jardins, ça peut être fait dans les jardins,
public. Alors ensuite, on voit qu'il y a ça part vers le littoral, donc là, évidemment, ça peut pas être fait en ville. C'est Biolite, un suivi des communautés d'algues et de bigorneaux qui est vraiment ouvert à tous, hein, c'est aussi un programme qu'on décline pour les scolaires, hein, par exemple. Si on va vers la droite dans un jardin, on voit qu'il y a Bird Lab avec 2 petites mangeoires. Bah, Bird Lab, par exemple, on a mis des mangeoires publics dans Paris et c'est un jeu sérieux sur smartphone. On télécharge une application et on regarde les interactions des espèces, en situation de compétition, interaction, de coopération, de compétition. L'observatoire des bourdons, c'est pareil, ça se fait sur les fleurs, ça peut être fait dans les jardins publics, les autres, on les a déjà vus. Opération papillon, pareil, hein, sur les jardins publics, jardins privés. Et puis ensuite, quand on est, sur le rectangle qui monte, là où ça a l'air un peu plus naturel, on arrive sur des programmes qui sont vraiment destinés, aux naturalistes. Là, on a le choc, le suivi hivernal des oiseaux des champs, le STERF, le suivi temporel des rhopalocères de France, le STELI, le suivi temporel des libellules, le son, le suivi des orthoptères nocturnes, Vigifleur, Vigiquiro, le stock, suivi temporel des oiseaux communs. Là, on est vraiment sur des programmes qui demandent des compétences naturalistes. Et donc, la stratégie, en général, pour ces programmes, c'est qu'on demande aux naturalistes de ne pas choisir les sites eux-mêmes, parce qu'on sait qu'ils vont choisir des sites dans lesquels ils auront une bonne diversité d'espèces. On effectue un tirage aléatoire et on les envoie sur des sites. Comme la France est quand même pas un pays très très urbanisé, on a quand même l'essentiel de ces sites qui tombent hors des villes et c'est tant mieux pour la participation parce qu'en général les naturalistes veulent pas aller faire un inventaire des libellules dans le 4e arrondissement. Il y a un peu de libellules dans le 4e arrondissement, mais vraiment peu. Pour les gestionnaires d'espace, on voit, tout à droite en haut là, c'est effectivement le gestionnaire d'espace vert, mais il y a aussi le gestionnaire d'espace protégé et puis les agriculteurs qui sont très, très intéressés par les résultats de ces sciences participatives. Une autre manière de présenter tout ça, ce que vous allez trouver sur le site, viginature.fr, hein, c'est exactement les mêmes programmes mais redistribués et puis pour montrer que, ces programmes, on peut les faire quasiment toute l'année, vous avez ici, une frise chronologique qui indique les mois pendant lesquels on peut participer. Ça ne concerne pas tous les programmes et je me suis aperçu en préparant cette, présentation qu'il faudrait que je mette à jour ce document. Le Speedball, on peut vraiment le faire du 1er janvier au 31 décembre. On arrive au quiz numéro 4 et simplement pour que vous ayez une petite idée de l'ordre de grandeur, de comment ça marche et cetera. Hem, Oh, mes réponses, top! J'ai mis les ah réponses. oui, zut, les réponses! Ah Faites pardon, comme si vous excusez-moi. n'avez pas vu. Ouais, faites comme si vous aviez pas vu. Mais donc combien de photos d'insectes, sur des fleurs combien de photos d'insectes sur des fleurs ont été prises dans le cadre des collections Speedball de 20 minutes depuis 2010? 500, 5000, 50 000, 500 000 et il y a actuellement 55 500 collections de 20 minutes. Dans combien de collections atteindra-t-on les 3 années, 24 heures sur 24 de temps de collecte de données? 500, 5000, 50 000 ou 500 000? Bon, alors là, je sais pas si ça vaut le coup de vous laisser une minute parce que je pense que tout le monde a vu que c'était assez évident, c'est en rouge. Donc effectivement, il y a plus d'un demi-million de photos d'interaction entre une plante et les insectes floricoles qui la fréquentent, que ce soit des pollinisateurs ou des prédateurs de pollinisateurs. Plus d'un demi-million de photos d'interaction entre les plantes et les fleurs, c'est absolument considérable. Il y a déjà eu plusieurs thèses de doctorat sur ce programme qui utilisent, tout ou partiellement les données de ce programme. Et en fait, dans 500 collections, c'est-à-dire quand on aura atteint 56 000 collections de 20 minutes, on aura 3 années pleines, 24 heures sur 24, 365 jours par an, de temps de collecte de données, qui est fait par des passionnés. Tout ça, ça a été fait par des passionnés qui n'ont pas l'impression d'aller au charbon quand il faut ça. C'est tout le contraire, on se fait plaisir. Moi, je fais partie de ces spipoliens un peu cinglés. Et en fait, quand on a organisé des rencontres avec les spipoliens, ça a été très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des Spipoliens qui nous disaient: «Mais, faut pas arrêter ce programme, moi je peux plus m'en passer. J'ai besoin de ma petite pause de 20 minutes à faire des photos d'insectes tous les jours. J'ai un métier stressant, ça me fait du bien sur ma pause de midi» et cetera. Donc en fait, voilà, c'est ce que je voulais illustrer ici, c'est que c'est absolument pas, dans l'effort ou dans la contrainte que ces données sont collectées, mais tout au contraire, c'est vraiment dans la passion, dans l'amusement et cetera et c'est très important pour nous aussi. Parce que ça garantit une forte collecte de données, bien sûr. On arrive au temps des questions. OK, bah, merci beaucoup Grégoire, c'était super intéressant. Cette pause durable, elle est très importante pour moi parce que du coup, j'ai travaillé, pour Viginature, entre autres écoles et ensuite j'ai été animatrice en, nature pour, des primaires et collèges
et j'ai même appris, à reconnaître des oiseaux au CP, donc comme quoi tout est possible. Exactement. Alors ça y est, Heu, je trouvais moyen d'accéder aux questions. ouais. Alors du coup, il y en a eu plusieurs tout au long de la conférence qui du coup attise beaucoup, la curiosité des gens. Je sais qu'il y a des gens aussi qui le font en famille le week-end, avec Tout à fait. leurs enfants. Enfin, c'est vraiment, pour tout le monde, pour tout âge aussi et il y a pas forcément, à enfin savoir, lire. Enfin, on peut, la rectifier avec que des images, avec des CP qui savent pas lire, c'est super simple et pareil, il y a des personnes qui se rejoignent entre amis et cetera pour faire les protocoles ensemble. Donc voilà. Alors, Alors je vais prendre première les question. ouais, de Jean-Yves. Ouais, vas-y. Jean-Yves qui nous demande si on est sollicité pour caractériser en ville les couloirs de biodiversité et qui fait référence à l'inventaire qui est mené par l'agence parisienne. Alors effectivement, il y a un enjeu de conservation qui est lié en fait à la fragmentation des habitats. C'est-à-dire qu'on sait que les espèces déclinent, notamment parce que les petites populations ne peuvent plus échanger entre elles, ne peuvent plus échanger d'individus, ça c'est très très important pour le brassage génétique, et puis ne peuvent plus éventuellement même échanger d'informations sur les bons territoires, les mauvais territoires, etc. Et donc il y a un enjeu à identifier finalement les zones qui permettent la circulation des espèces en ville. Et effectivement, alors le suivi des chauves-souris a été extrêmement mobilisé pour identifier les, les perméabilités et les zones imperméables à la circulation de la biodiversité en ville en utilisant comme modèle les chauves-souris. Alors c'est pas le seul modèle animal qu'on utilise. Il y a aussi eu des programmes qui sont pas de sciences participatives, qu'on travaille même sur les carabes, hein, des petits coléoptères non volants du sol ou sur la ou vi sauvage de Maru est aussi pas mal utilisé puisqu'en fait, on regarde comment circulent les graines des plantes qui sont communes en ville jusqu'au cœur des villes. Il faut non seulement qu'elles trouvent des solutions, pour vivre, c'est-à-dire un substrat et des nutriments et un accès à la lumière, mais il faut aussi qu'elles puissent se déplacer dans la ville. Il y a eu à ce propos une expérience participative qui avait été faite il y a une dizaine d'années, qui était vraiment, vraiment, vraiment super chouette. On a demandé à des participants, qui étaient en ville de prendre un un bac à fleurs, un petit bac à fleurs avec de la terre dedans, de stériliser la terre en la passant au four. Donc on met son four à fond, on met le bac à fleurs dans le four, on le laisse un quart d'heure à 200°, il n'y a plus rien de vivant là-dedans. Et ensuite de le poser sur sa fenêtre et de regarder au fil de la saison quelles étaient les plantes qui apparaissaient spontanément sur ces, dans ces balconnières. Et ça nous a permis de regarder quelles étaient les plantes qui circulaient le mieux dans la matrice urbaine. Alors ensuite, je vois pourquoi ne pas créer une seule plateforme qui regrouperait les différentes campagnes de recensement. Ce ne sont pas les mêmes organismes qui les gèrent, ce serait trop compliqué à gérer. Ben, on essaye. Il y a une plateforme qui s'appelle Open qui existe, qui fait un relevé des différents programmes. Ça satisfait pas tous les acteurs et ça demande un travail de fourmi que de détecter les nouveaux programmes qui sortent tout le temps. Il y a aussi il y a des plateformes comme ça, il y en a un peu dans tous les pays. On essaie d'en faire une au niveau européen. Franchement, depuis que je représente la France à l'association européenne, c'est la troisième initiative de plateforme de recensement que je vois passer, donc c'est extrêmement difficile. Mais on essaye quand même et on essaye aussi de communiquer. Voilà, bah, l'exemple de ce soir, c'est ça, hein, on essaie de communiquer dans la presse, dans les médias, et cetera. Quand on lance un nouveau programme, quand on a des résultats majeurs. Mais Alors, effectivement, c'est compliqué à gérer. du coup, quel est le protocole, à ton avis, qui marche le mieux pour Viginature, ou Viginature École? Bah, moi, je Est-ce vous qu'il dis, y a moi, j'ai une grosse, grosse passion pour le Speeple parce que je le trouve vraiment super. Enfin, j'en ai appris énormément. Je suis naturaliste depuis toujours, mais là, franchement, j'ai vraiment appris des trucs en participant au Speeple. Et après, le programme qui marche le mieux, en fait, il faut voir de quel point de vue on se place. Est-ce que c'est en termes de recherche, de production scientifique, ou c'est en termes de satisfaction des participants? Et donc, ça a deux manières de. En termes de recherche, bah, forcément, les programmes les plus anciens avec des gros jeux de données, ils ont tendance à marcher mieux. C'est juste une histoire de volume. Et en termes de satisfaction des participants, bah, ça se mesure en fait en regardant combien de temps les participants restent à pratiquer. Et par exemple, le programme Papillon des Jardins, il marche depuis 2006 et on a quelques participants qui ont participé tous les ans depuis 2006. Ça, que c'est absolument incroyable.
On imagine bien que c'est devenu une passion pour eux, que c'est devenu important pour eux de participer parce que finalement, je ne sais pas si chacun, d'entre vous réfléchit 2 minutes à ce qu'il faisait en 2006 régulièrement et qu'il fait encore comme passion, comme activité. Bah, moi, par exemple, il y a des trucs, j'ai changé, j'ai arrêté, ne serait-ce que parce que j'ai pris de l'âge, il y a des sports que j'ai arrêté de faire et cetera, quoi. Je vois que quelqu'un photographie la faune et la flore, tous les jours, excellent, hein. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne pratique. Si en plus ça peut se faire dans le cadre du Speedball, c'est vraiment super chouette. Alors j'insiste sur un truc avec le Speedball, donc on fait des photos d'insectes. Les photos d'insectes, il s'agit pas c'est pas du tout réservé à des gens qui ont du super matériel et cetera. Un appareil photo de base, de poche numérique très simple, si vous le regardez, vous avez un petit dessin de tulipe ou de fleurs dans un coin sur les menus et en fait ça c'est le mode macro et c'est avec ce genre d'appareil qu'on fait les meilleures collections Speedball. Sinon, il y en a une autre, c'est est-ce que tu as tu observé un boom des participations depuis, les confinements, Ouais, tout à fait. Alors ça, j'aurais pu le montrer. Ouais, ouais, l'année dernière, le 1er confinement, hein, celui qui a été strict et radical, ça a été, il y a eu, le programme Oiseaux des jardins. On a eu 7 fois plus de participants que les ah programmes ouais. précédents, quoi, hein, donc il y avait une, alors la Ligue de protection des oiseaux qui coanime ce programme avec nous avait fait une campagne de communication qui était extrêmement efficace et qui a beaucoup plu aux médias, c'était confiner mais aux aguets en disant: «Bah, puisque vous êtes confinés, regardez les oiseaux près de chez vous, dénombrez-les, comptez-les tous les jours» et cetera et donc ça a extrêmement bien marché. Donc Alors là, est-ce il y qu'il y a des a normes à propos des ah, normes vas-y. AFNOR peut-être? Effectivement, on est, l'organisme, national de normalisation, l'Agence française de normalisation, elle se penche, sur les sujets biodiversité, mais elle en est pas à normaliser, les protocoles. Pour l'instant, on essaie de normaliser les concepts de biodiversité, les concepts qui tournent autour de la biodiversité et c'est déjà un enjeu et un challenge, c'est vraiment pas simple, mais il y a un effort effectivement pour commencer à se pencher là-dessus. Donc la question, c'était est-ce que les protocoles employés sont normés, notamment via des normes AFNOR? La Mais question sinon, en d'a quelque sorte, alors effectivement, ils sont pas normés par les normes AFNOR, mais ils sont normés par, les pratiques qui sont courantes en en biologie, ou en sciences expérimentales d'ailleurs, qui sont des pratiques pour garantir, par exemple, la représentativité des résultats et beh, pour garantir la représentativité des résultats, il y a pas vraiment d'autre choix que de faire d'avoir une stratégie d'échantillonnage connue et si possible aléatoire, hein. C'est en fait les protocoles, ils font la même chose que ce que font les sondages quand ils sont très bien faits, hein, donc bah, tous les sondages ne sont pas très bien faits, mais un sondage très bien fait, il prend un échantillon de population au hasard, il se garantit a posteriori que son échantillon de population, il est non biaisé, c'est-à-dire qu'il est bien représentatif de la population qui était censée être interrogée. Si par exemple c'est un sondage sur les gens qui pratiquent le tennis, ben, il vérifie a posteriori que c'est bien que des gens qui pratiquent le tennis qui sont interrogés, évidemment. Ça, c'est la base. Et donc, il y a la représentativité. Et puis après, il y a la robustesse. Et la robustesse des résultats scientifiques, elle est très dépendante de la quantité de données, en premier lieu. Et donc, on a en quelque sorte ces deux grosses contingences, c'est robustesse et représentativité, qui imposent en quelque sorte pas vraiment des normes, mais des modes de fonctionnement. J'ai une petite question, du coup, si je me mets à la place de quelqu'un qui en a jamais fait pour l'instant, qui a peur de faire des erreurs, est-ce que du coup les études enfin, de données prennent en compte, ces erreurs-là ou est-ce qu'il faut pas du tout en faire? Alors, comme je le disais, en fait, des erreurs, on en fait tous, hein, mais même les très, très grands spécialistes font des erreurs parce qu'il y a aussi l'erreur de saisie, la faute de frappe, un truc comme ça. Il y a des erreurs, il y a pas de il y a plein de manières de faire des erreurs. Il y a se tromper quand on pense reconnaître, un pissenlit, ça, c'est une première erreur et puis après, il y a quand on veut saisir, pissenlit et qu'on saisit, par erreur, l'espèce d'à côté ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le fait que ces données, elles soient publiques et partagées entre tous les participants, fait qu'en fait, dès qu'il y a une donnée qui est un petit peu étonnante et ben les participants, ils en discutent entre eux. Et ça conduit à faire progresser tout le monde, en identification ou en respect du protocole et ça conduit aussi en fait, à détecter très, très rapidement toutes les données un petit peu, bizarres. Donc moi, ça m'arrive super souvent de me tromper encore en faisant du Speedball quand je propose une identification, notamment sur les abeilles sauvages, ça rentre pas, j'y arrive pas. Et dans ces et en fait, les collègues, les autres Speedballiens, très rapidement,
hem, me disent: «Ah mais non, mais regarde là, c'est une andrène, c'est pas une halicte et cetera. Tu vois bien et cetera». Donc en général, j'oublie assez rapidement. La fois d'après, je me rappelle plus ce qu'il m'avait dit, mais par contre, c'est mes erreurs sont très, très rapidement, détectées. Je vois une question super chouette là sur le fait enfin qui demande si le fait de participer, ça fait évoluer les comportements quotidiens des participants et notamment en faveur de la biodiversité et de la nature. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a mesuré, sur plusieurs programmes. Sur le Speedball, on a vu que les gens, devenaient, vraiment de plus en plus pointus en connaissance des insectes et que donc en fait, ils avaient leur socle de connaissances qui ne cessait d'augmenter au fur et à mesure de la participation et sur, papillons des jardins, bourdons des jardins et escargots des jardins, on a observé en fonction du nombre d'années de participation, la relation aux intrants et notamment aux intrants biocides, les pesticides, les herbicides, les molluscicides, les fongicides et cetera, elle était de plus en plus, ténue. Alors on n'est pas naïf, on sait bien que dans les gens qui participent à nos programmes de sciences participatives, il y a déjà des gens qui aiment bien la nature et qui ont tendance plutôt à éviter ce genre de produits au jardin. Néanmoins, ce qu'on remarque, c'est que le taux de gens qui utilisent ces produits au jardin, il décroît en fonction du nombre d'années de participation. Donc on a l'impression qu'effectivement, il y a un mécanisme comme ça de enfin on a l'impression qu'on tire un peu vers les hauts la relation homme-nature, au fur et à mesure de la participation. Pardon. C'est pour ça que ça nous évite de percevoir les autres, espèces comme nuisibles, comme, Voilà, par sauvages de exemple ma rue. ouais, Dans la par rue, exemple de plus voir exactement, une vue sale, quoi, et alors que c'est juste des plantes qui poussent, spontanément, quoi. exactement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le ça crée de l'empathie avec la nature. Et donc ça conduit les participants à avoir une relation qui est un peu apaisée avec la nature. En milieu occidental, on a quand même une relation qui est assez conflictuelle avec la nature, hein, et en fait, ça apaise cette relation, ça ouvre un regard, on se met à mieux comprendre, les bestioles, les plantes qui nous entourent et on se met à les prendre en compte dans nos actes au quotidien. Il y a quelqu'un qui nous demande quels sont les leviers de motivation mis en œuvre pour solliciter la participation citoyenne à ces programmes? Alors ils sont très, 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 variés, comme je vous le disais, il y a le faire connaître. On a beaucoup progressé, on a beaucoup évolué au cours des 20 dernières années à ce propos, notamment parce qu'au départ, on pensait qu'il suffisait de faire des protocoles simples pour qu'ils aient un grand succès. En fait, ça suffit pas. Il faut aussi des protocoles complexes peuvent avoir beaucoup de succès si pour le coup, le alors on n'a pas vraiment de traduction en français, qui soit satisfaisante, je crois, pour ce mot. L'empowerment, donc le gain de satisfaction et le sentiment d'importance de la contribution est fort. Donc on fait voilà, on intervient dans ce genre de programme, mais souvent aussi on fait des actions de terrain où on accompagne sur le terrain, des groupes, pour essayer de pour faire avec eux et alors d'abord, c'est très important, non seulement pour eux parce que, comme on l'a découvert, tout le monde n'est pas à même de se lancer dans un programme de sciences participatives juste en découvrant les documents qui sont mis à disposition. Il faut parfois être accompagné et c'est pas forcé ça a rien à voir avec, la prise en main de la lecture ou je sais pas quoi, hein. C'est juste, que, bah, parfois on n'a pas envie de commencer tout seul, on a envie de commencer, dans un contexte un peu social. Et puis, l'autre truc qui est très important, c'est que nous, en fait, c'est important pour nous d'aller sur le terrain et de voir, comment sont mis en œuvre et comment sont pris en compte, comment sont mis en œuvre les protocoles et comment sont prises en compte les consignes ou, les modes opératoires. C'est vraiment un truc, à chaque fois, on en tire des enseignements. Du coup, est-ce que tu sais à peu près combien de Parisiens participent au programme Viginature? C'est un peu moins de 1000. Alors OK. sur l'histoire, c'est quelques centaines. Ça peut paraître peu au regard des 2 200 000 Parisiens, mais finalement, c'est assez important quand on prend en compte, la surface de Paris, quoi. Ça fait une très forte densité. Je vois qu'il y a un commentaire sur iNaturalist qui a le mérite de regrouper tout type d'espèces végétales et animales et d'être international avec une interface très visuelle et la possibilité d'importer des photos qu'on aurait déjà publiées sur Flickr ou d'autres plateformes. Pas seulement des photos d'ailleurs, on a aussi des sons sur iNaturalist, des vidéos. C'est californien à la base, maintenant c'est complètement international, iNaturalist. Alors, et en plus, iNaturalist maintenant fait aussi de l'identification automatique. Est-ce qu'on a quelque chose de similaire ici? Bah alors, en fait, il y a beaucoup de Français qui participent à iNaturalist. Moi, mon fils participe à iNaturalist, il est passionné de gastéropodes.
et de trucs un peu bizarres là. Et donc il participe, il met ses données dans iNaturalist, il fait aussi beaucoup de prises de son nature, il met des sons, étonnants dans iNaturalist. J'aimerais insister sur le fait que c'est assez différent iNaturalist. En iNaturalist, effectivement, il y a toutes les espèces animales et végétales, on peut mettre des vidéos, des photos, des sons, nin 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 nin, mais il y a pas de protocole. Et ça fait une différence absolument considérable. Il faudra une deuxième séance pour expliquer en quoi ça fait une différence considérable, le fait qu'il y ait un protocole ou pas, mais je vais vous l'illustrer avec encore une fois l'exemple du sondage. Vous, on va prendre un truc très bête et méchant, hein, vous êtes une agence de marketing et on vous dit, «Ah ouais, tiens, ben moi j'ai un supermarché, j'aimerais bien savoir, ce qui cartonne dans le supermarché d'à côté». Et donc vous avez une manière, de faire qui est toute simple, vous allez dans le supermarché d'à côté et vous regardez comme ça ce que les gens vous achètent, puis vous le notez un petit peu et tout, machin, comme ça un peu au gré. Et puis après, vous essayez d'analyser ce que vous avez recueilli. Ou alors, vous allez dans le supermarché d'à côté, vous sélectionnez 50 personnes qui sortent avec des caddies plus ou moins pleins, et vous faites l'inventaire strict de ce qu'il y a dans les caddies. Et ben c'est ça la différence entre de l'observation opportuniste, telle qu'on peut la faire dans les naturalistes, au gré de ses balades, etc., ou de l'observation protocolée standardisée qui va permettre de faire de la statistique sur les données. iNaturalist, moi je l'utilise aussi un petit peu quand je trouve dans la nature des espèces que je connais pas. Je les dépose sur iNaturalist parce qu'il y a aussi une très très forte activité de forum avec des gens qui aident à identifier. Mais finalement, c'est pas des données qui sont protocolées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un contexte de collecte de la donnée qui va permettre de rendre comparables mes données avec celles d'un autre Kidam en Alsace, d'un autre Kidam en Bretagne, dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans le sud de la France. Et Viginature, c'est exactement ça, les données protocolées. Une mise en œuvre de protocole qui est faite dans Paris, elle est comparable avec une mise en œuvre qui est faite à Brest, à Strasbourg, à Marseille ou à Lille. Et c'est ça toute la différence. Donc iNaturalist, très très bien, super. Ça existe au niveau français. Il y a aussi, ça existe en France et c'est utilisé par les Français. Il y a aussi un truc qui s'appelle INPN Espèce qui est fait par d'autres collègues du muséum et qui est un peu similaire, mais ça ne remplace pas les programmes protocolés. Les collectivités s'emparent, des programmes de sciences participatives, hein. Il y a vraiment, notamment avec les outils à destination des gestionnaires, mais aussi comme outil d'animation sociale auprès des citoyens, dans le cadre, par exemple, des ABC biodiversité ou des choses comme ça, et c'est toujours en collaboration avec les associations. En tous les cas, nous, nos programmes, ils sont toujours en collaboration avec les associations. On essaie d'avoir des partenariats avec les parcs naturels régionaux, c'est pas toujours facile parce qu'en fait, là, comme ça, on a l'impression que Viginature, c'est gros, mais en fait, Viginature, c'est assez petit et on est moins d'une dizaine à essayer d'animer tout ça et en fait, on galère encore un peu, on n'a pas vraiment les outils, il y a encore des bases de données qui sont difficiles à mettre en œuvre, donc on est pris par tout un tas de petites tâches et donc les partenariats se font au gré à gré, mais on n'a pas une stratégie de partenariat. On a déjà rencontré la Fédération nationale des parcs régionaux, des parcs naturels régionaux, mais on n'a pas réussi à mettre en œuvre quelque chose d'assez structuré. Enfin 2 Ouais. dernières questions que j'ai pour toi. Est-ce que déjà ça concerne que la France métropolitaine, les Viginatures ou? Alors, alors pourquoi, oui, en grande majorité, oui, et on essaie de développer à l'outre-mer, mais ça demande des moyens, humains pour développer à l'outre-mer qu'on n'a pas. Donc il y a des programmes experts naturalistes qui sont développés à l'outre-mer, mais il y a pas vraiment de programme grand public développé à l'outre-mer. Par contre, en outre-mer, il y a des gens qui ont développé des programmes de suivi sur les tortues marines à La Réunion, des choses comme ça, quoi. Pourquoi c'est compliqué? Bah, parce que simplement, on n'a pas du tout les mêmes espèces. Donc en fait, il faut retravailler les protocoles avec l'écologie des espèces et c'est ça qui demande des moyens humains, c'est-à-dire qu'il faut des experts naturalistes pour concevoir les protocoles en amont et ça, on les a malheureusement pas pour les outre-mer. Donc il y a des gens en outre-mer, des associations naturalistes qui montent des choses. Il y a des outre-mer qui participent à des programmes qui sont mis en œuvre par des grands pays à côté d'eux. Ouais. Mais nous, à Viginature, on n'a malheureusement pas les moyens. Moi, j'adorerais, hein, aller en outre-mer, contribuer à lancer un programme, hein, mais malheureusement, c'est pas possible. Et tu Oui, avais comme une autre. géographiquement, comme les espèces, elles sont, bah, Ah oui, ça a rien à au voir. même On n'est pas lieu, du tout sur c'est les mêmes totalement faunes, différent, c'est ouais. c'est pas les mêmes météos, c'est pas les mêmes, donc ça a rien à voir. Et tu Et avais une la dernière question? dernière, Ouais? ouais, la toute dernière pour finir, comment inciter à prospecter là où il y a peu de prospection? Alors, il y a 2 trucs. Il y a, comme je vous Prospection, le c'est pour expliquer, c'est, genre, juste la faire, collecte. voilà. C'est la collecte de données, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour aller faire collecter des données là où il y a personne qui y va? Alors, il y a 2 trucs. Comme je vous l'ai dit, nous, on fait du tirage, de l'échantillonnage aléatoire, pour les programmes naturalistes.
C'est-à-dire qu'on dit aux naturalistes, «Non, mais c'est pas vous qui choisissez en fait, vous nous dites où vous habitez et dans un rayon de 10 kilomètres, on vous tire au hasard un point que vous allez prospecter. Tant pis s'il est en plein champ de blé et que vous devez prospecter les papillons, vous aurez probablement pas grand-chose, mais il faut le faire, sinon les naturalistes ne vont choisir que des petites prairies super jolies, bien fleuries pour aller chercher les papillons. C'est une évidence. Alors il y a ça on a vraiment une stratégie, et puis l'autre truc qu'on a découvert et qui est vraiment super, c'est que les participants le font eux-mêmes. Sur le Spipole, en fait, on s'est aperçu qu'il y a les participants regardent la carte des distributions et ils prennent leurs vacances aux endroits où il y a pas eu de prospection, pour C'est ouf. compléter la carte. Donc on a cette espèce de un mécanisme, par forçage, c'est nous qui le mettons en œuvre, et un mécanisme qui est complètement spontané de la part des participants et qui est super bienvenu évidemment, hein. Et puis en plus, le plus important, c'est que ne rien voir, c'est aussi un résultat. Exactement, tout à Pas fait. avoir de données, on ne sait pas s'il y a ou pas, mais aller à un endroit où il y en a pas du tout, c'est aussi, une très bonne donnée qui est tout aussi utile que, aller à Ouais, un endroit où il y a plein de trucs, quoi. exactement. Voilà, bah, merci beaucoup Grégoire, merci Merci à de vous votre tous. temps, merci à tous. Tout le monde est resté jusqu'à la fin, il y a personne qui Eh a ben super, décroché, donc super. voilà. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pause durable. Au revoir. Au revoir à tous.